Salut les sportifs! Je vous souhaite la bienvenue pour ce 6e numéro des Good Eye View. Aujourd'hui, nous allons écouter le récit d'une femme plus déterminée que jamais. Elle retracera avec nous, en toute transparence, son histoire personnelle, son parcours sportif et ses projets humanitaires. Nous retrouverons donc Loïc Lepoutre, CMO de Good Eye, qui animera ce podcast en compagnie de Nathalie Favreau, ex-athlète, cycliste, entrepreneur et présidente de l'association Fungana. Je vous embête pas plus. Ouvrez grand vos oreilles et passez un excellent moment. Bonjour Nathalie, je suis heureux de t'accueillir sur le podcast de Good Eye View. Podcast qui, en ce début d'année, est dédié aux femmes et à leurs actions dans le sport et en dehors du sport, comment elles vivent leurs pratiques dans cette société parfois un peu misogyne. Et je voulais mettre en avant donc les femmes. Et aujourd'hui, je suis heureux de t'accueillir parce que tu es une personne avec un fort caractère qui a beaucoup œuvré pour le sport et dans le monde entier. Et je voulais faire partager tout ça avec nos auditeurs et athlètes qui nous suivent. Donc, je vais te laisser te présenter pour commencer. Bonjour Loïc, merci beaucoup de cette initiative. Je t'avoue que j'ai été assez surprise. C'est la première fois qu'on me contacte comme ça pour un podcast, donc merci beaucoup. Donc Nathalie Favreau, j'ai 35 ans. J'habite dans le sud-est depuis maintenant 5 ans. En termes professionnels, je suis responsable de développement dans les services énergétiques chez Dalkia, c'est le groupe EDF. Ensuite, à côté de ça, je fais pas mal de choses puisque je suis présidente d'une association humanitaire qui s'appelle Fungana, qui a pour but de venir en aide aux enfants du Kenya en termes d'éducation et de scolarisation. J'ai monté aussi ma structure de préparateur mental qui s'appelle Brain Zone. Donc, elle a été, j'ai créé ma micro-entreprise en avril 2020. Donc, c'est récent, mais j'ai fait les formations il y a bien longtemps. Que dire, à côté de ça, je pratique le cyclisme. Maintenant, je peux dire que je suis cycliste et puis athlète. On va un peu moins de 2 ans, on va dire. Ouais, juillet 2019, maintenant, je me suis consacrée vraiment au cyclisme. Et puis voilà. Alors, dans le monde de l'athlétisme, tu es quand même bien connu. Est-ce que tu peux me retracer un peu ta carrière, par quoi tu as commencé? Je sais que tu étais au club de Cergy-Pontoise, c'est ça? C'est ça. Pendant longtemps, que tu as été entraîné par ton père. Raconte-moi un petit peu ton parcours dans l'athlétisme, parce que toi, tu faisais du demi-fond au début, puis après, tu as fait du steeple et après, tu es passé sur la route, c'est ça? Non, en fait, je suis jamais passée vraiment sur la route. J'avais fait de la route, mais on va dire que mon profil d'athlète, c'était surtout steepleuse et crosswoman, quoi. Mais sinon, j'ai jamais été une fille très rapide. Et puis après, de toute façon, quand tu fais du demi-fond, tu t'entraînes sur des crosses ou sur du 3000 mètres steeple. Tu as le foncier, tu as la caisse pour pouvoir faire, c'est compatible avec de la route. Donc, à côté de ça, en période de cross, j'avais fait un 10 km et après, j'avais tenté des semis. Donc, en fait, oui, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'athlètes. Je suis presque née sur un stade, puisque mon père était un coureur de 800 mètres. Et donc, depuis toute petite, j'ai grandi sur les stades. Il m'a transféré sa passion pour l'athlétisme. Donc, très tôt, j'ai vu que c'était le demi-fond qui m'attirait et surtout là où j'avais plus de facilité et de compétences. En cadette, donc à l'âge, dans les 15 ans, j'ai vu que j'avais un vrai potentiel. J'arrivais à faire des séances, des super séances et puis je me souviendrai toujours, mes premiers France de cross en cadette, je fais sixième, alors qu'avec mon père, on s'était fixé dans les 35. Donc ça, c'est un souvenir inoubliable. Et puis après, en grandissant, je me suis tournée, oui, vers le 3000 mètres 3000 et 3000 mètres steeple. Et puis après, cross, 10 km et semi. Ouais, ouais. Après,
des années entre junior et espoir qui ont été très compliquées et donc beaucoup de périodes de doute, j'ai connu énormément de blessures et voilà donc Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces périodes-là, exactement? très jeune j'ai été très malade en fait. J'ai fait de l'anorexie qui était due à, en fait, à un traumatisme, un déménagement. Hein. Mes parents étaient divorcés et puis ma mère avait décidé d'aller habiter avec mon beau-père et j'ai quitté tous mes repères. J'étais complètement perdue. Donc, j'étais très, très jeune. J'avais 12 ans. Ouais, j'ai fait de l'anorexie à 12 ans. Et donc, je n'ai pas accepté ça. On est allé habiter dans un petit village où il y avait à peine 200 habitants. Enfin, c'était pas du tout la vie que j'avais avant et j'ai pas supporté, je pense. Donc j'ai arrêté de me nourrir. J'étais très mal dans ma peau et j'ai perdu 12 kilos alors que j'avais un gabarit complètement normal. Je crois que je faisais la taille que je faisais aujourd'hui, 1,63 m et je crois que je faisais 52 kilos, quelque chose comme ça. Et j'ai tout de suite, mon poids le plus bas, c'était 38 kilos, quoi. Et Jusqu'à être tu continues à hospitalisée. t'entraîner à cette époque-là ou tu t'es blessé tout de suite? Alors non, au contraire, parce que mes années cadettes ont été les meilleures années. Ont été les meilleures années. J'ai eu aucune blessure, mais c'est vraiment à partir des années juniors. J'ai connu ma première fracture de fatigue. Je me souviens, c'était une semaine avant les championnats de France de 2000 mètres steeple, où un entraînement, clairement, c'était le calcanéum. Donc, le calcanéum, c'est le talon. Où là, une décharge électrique et plus possible de marcher et tout ça. Donc, je pense que il y a toujours entre l'anorexie où en fait, c'est vrai, on est capable de surpasser quand par la tête, on trouve de l'énergie alors qu'on ne mange pas, mais je ne sais pas comment on arrive à tenir des séances des fois avec rien dans le ventre. Mais par contre, après, il y a des limites et le corps nous le fait le ressentir. Et donc ouais, j'ai commencé après, ça a été une série de blessures parce qu'il faut dire que je suis pas vieille non plus, mais j'ai connu, c'est très rare pour un sportif déjà d'avoir une fracture de fatigue, c'est en avoir une, ok, deux, bon, limite, mais moi, il faut savoir que j'en ai eu six. À quel endroit? Pied? T'as eu à la hanche aussi? T'as eu Non, partout? non, non, moi, c'était que les pieds. Moi, Que les c'était pieds, d'accord. calcanéum et après, c'était tous les métatarses. Et j'ai eu une phalange. On croyait que c'était une fracture normale, mais finalement, c'était une fissure de fatigue. Donc, j'ai D'accord. même eu une phalange. Donc, ouais, ça a été une période très noire. Bon, je les ai, à chaque fois, c'était pas, hein, c'était assez espacé quand même, mais je pense qu'il y a eu une faiblesse. On avait fait tous les examens, tout ça. J'avais fait une ostéodensitométrie. Et puis, j'avais pas, au contraire, mes os étaient en pleine forme. C'est ça qui contredisait. Mais je pense que j'étais aussi beaucoup en surentraînement. Hein. Je suis assez une bourreau de partout. Je suis dans l'excès dans tout. Donc, c'était aussi lié à ça. Donc, voilà. Et donc, ouais, c'était clairement cette période d'anorexie. Moi, j'ai été hospitalisée. Et on m'a dit que de toutes les manières, je perdais 1 kilo, je mourrais. Hein. Clairement, j'étais au bord de la mort. Quand on m'a dit que de toute façon, le sport, c'était clairement terminé pour moi, ça a été le déclic. C'est mon père qui m'a sauvé la vie. C'est mon père qui m'a dit, grâce au sport, tu verras, on va s'en sortir. Et il m'avait amené dehors. Je me souviendrai. Il me disait, peu importe, on fait 3 pas, mais tu vas voir, tu vas ressentir ton corps. Ah oui, donc Après, t'étais tombé hyper bas, c'est-à-dire que t'es passé du sport à plus rien. Ah, là, ah non, mais j'ai été à l'hôpital, moi. J'avais des tuyaux dans le nez, quoi. d'accord. Cancer de se passer là, tu vois, c'est vrai que j'utilise les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je me livre pas trop sur tout mon passé, mais c'est ce qui explique beaucoup de choses aujourd'hui, mon trait de D'accord. caractère et tout ça, c'est que je suis pas malheureuse dans ma vie, mais à 35 ans, j'ai connu quand même des périodes assez dures où j'ai dû faire preuve de résilience pour beaucoup de choses. Et ça, aujourd'hui, je m'en sers comme une force. Et c'est vrai que le fait d'être
être vraiment au bord de la mort et avoir ses parents impuissants. Mon père, je me souviendrai toujours, j'étais à l'hôpital, on devait me faire une caméra de l'estomac. Et je reviens, il était passé à l'hôpital et je vois son petit mot qui me dit ma bichette de l'amour, on va s'en sortir, ton papa est là. Et là, ça a été le déclic. Et puis, c'est là où je me suis dit, je peux pas, arrête d'être égoïste. Tu avais quel âge Et à cette époque-là? bah, j'avais dans les 12-13 ans, hein, parce que, ouais, 12-13, non, attends, j'ai perdu 12 kilos, j'étais cadette, donc je sais plus les âges, ça doit 16 être ans, 16 ans. 15-16 ans, non, ouais, voilà, 16 ans. 15-16 ans, j'ai dû faire de l'anorexie, alors. Ah, donc tu étais ado. Ouais, parce D'accord. que non, c'était au passage de j'ai déménagé clairement, c'était de mon passage, arrivé en cinquième, quatrième, donc par là, ouais. D'accord, donc tu étais adolescente à cette époque-là. Ouais, c'est ça. Et tu Et en t'es fait, c'est même blessée. pas, j'ai même pas, moi, c'était pas, je suis pas tombée anorexique par l'athlé où il faut être mince pour les performances, hein. Moi, c'est vraiment D'accord. dû à un traumatisme et tout. Pourquoi tu dis ça? C'est parce que tu sais que c'est un Non, fléau parce dans que l'athlétisme? l'anorexie aujourd'hui, et puis je trouve ça super, comme des athlètes comme Emma Oudiou, comme d'autres athlètes qui, ça y est, en parlent, parce que c'était très tabou et on le sait très bien. Et je pense que quand on a été anorexique, de toute façon, les filles anorexiques, on les reconnaît, hein. Clairement, aujourd'hui, je peux te dire quel athlète est anorexique ou pas. Mais aujourd'hui, c'est surtout dans le sport. Dans le sport, on croit que en étant mince, on va être plus léger, on va aller plus vite. Tout le monde se regarde. Le sport, clairement, hein, que ce soit sur le corps, mais également sur les performances ou sur combien de fait kilomètres un tel, là, j'en fais pas assez. Tout ça. Aujourd'hui, c'est que ça, c'est que ça. C'est pour ça que les plateformes Strava, c'est génial. Mais moi, pour te dire, je me suis mise en privé. C'est trop après. Et le corps, c'est pareil, en fait. Tout le monde se regarde et elle est plus mince, elle a plus d'abdos. Et en plus, on lit ça à des performances, dire que non, pas du tout. Donc, c'est pour ça que moi, je veux vraiment dire que j'ai pas maigri parce que je me comparais à des filles, parce que j'avais déjà un poids normal, mais que c'est dû à ce traumatisme-là. Et clairement, j'étais complètement perdue. Et voilà, quoi. Et du coup, tu t'en es sorti en combien de temps et comment ça s'est passé? Tu as suivi une Bah, ça a thérapie, été tu as un été long chemin, hospitalisé? hein. Ça a été un long chemin. Alors, moi, je dirais au contraire, je dirais merci au sport, parce que quand on m'a dit que le sport était terminé, moi, c'était mon équilibre. Parce qu'à côté de l'athlé, quand j'étais jeune, je faisais en même temps de l'équitation, du badminton, de la danse classique. Enfin, je faisais plein de sports en même temps. Et à un moment, il a fallu faire un choix. Justement, quand j'ai déménagé, ça a été un traumatisme parce que j'ai dû arrêter tous mes autres sports où j'étais en club. Et donc, en fait, bah, comme je t'ai dit, c'est mon père qui me sortait. Et au départ, c'était des marches. Et après, c'était peut-être 5 minutes de footing. Et il me disait, on va aller au restaurant, mais tant pis, tu peux manger une salade verte sans sauce. Tu verras, tu ressens tes sensations du corps, en fait. C'était une thérapie avec mon père. Et au fur et à mesure, bah, j'ai compris qu'il fallait manger pour courir. Après, j'avais banni beaucoup d'aliments de mon alimentation, hein. Je mangeais, mais je mangeais des fruits et légumes, quoi. Et puis après, de toute façon, j'ai été suivie. On m'a fait voir une nutritionniste et même une psychologue. Mais la psychologue, j'ai tenu 2 séances. Et ouais, j'étais jeune et en fait, j'acceptais pas qu'on me dise ce que je dois faire, qu'on me dise enfin, je n'ai pas accepté tout ça. Et la nutritionniste, en fait, je l'écoutais pas, quoi. J'allais la voir, c'était tous les mercredis. Et puis, et comme elle me pesait, je me souviens, c'était à chaque fois après le déjeuner du mercredi. Alors, c'était le déjeuner où je mangeais, c'était le seul déjeuner où je mangeais des pâtes, je crois. Je dis, je vais voir la nutritionniste pour que je mange plein de pâtes, comme ça, je vais avoir 1 kilo de plus sur la balance. Et elle va être contente. Tu as eu que des troubles anorexiques ou tu as eu aussi d'autres troubles alimentaires? Ah non, j'ai Boulimiques jamais, que l'anorexie? j'ai pas été boulimique ou je me suis jamais fait vomir. J'ai jamais tenté de vomir. Non, j'ai pas eu d'autres troubles. Et ça s'est arrangé au fil du temps, en fait, naturellement, via le sport, en fait. Voilà, ouais, via le sport. Et puis après, quand on a été anorexique, après, on a toujours un rapport, je pense, avec l'alimentation, où je pense qu'à un moment, je suis carrément tombée dans l'orthorexie, en fait.
et à trop manger sain et tout. Et alors là, ça a été une obsession. Et je me souviens, moi, les repas en famille, c'était Nathalie qui avait le repas à part, quoi, qui mangeait sans sauce, sans gras, sans tout ça. Et puis après, il y a eu un déclic. Et puis après, je suis rentrée dans le monde professionnel et je suis dans le commerce. Donc, je fais beaucoup de restaurants, moi, avec mes clients. Et je ne me vois pas dire au cuisinier du resto, vous pouvez m'apporter des haricots sans huile et un steak grillé, sans sauce, sans rien. Enfin, voilà. Donc, J'imagine que tu as dû développer des intolérances alimentaires. ah bah oui, bah, j'allais le dire, c'est après tellement de restrictions et tout ça, bah, aujourd'hui, en fait, j'ai le syndrome de l'intestin irritable. Ça m'a D'accord. provoqué ça et ça s'est beaucoup calmé parce que Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'intolérance à la protéine du gluten, notamment. alors ouais, Au lactose aussi. il y a le gluten, mais en fait, c'est pas que le gluten parce que le gluten, c'est la maladie cœliaque, je crois. Colique. Ça s'appelle Ouais, cœliaque. coliaque, ouais. Ouais, c'est ça. L'intestin irritable, c'est que tu as ce qu'on appelle les FODMAP, les fructose, enfin plusieurs aliments qui contiennent. Et en fait, tu fais des crises, quoi. Et moi, plusieurs fois, on m'a posé la question si j'étais enceinte, hein, parce que j'avais un ventre qui gonflait. Et c'est quand on fait des grosses crises, bah, en fait, t'es toute fine, mais tu as un ventre de femme enceinte. Et donc, il y a plein d'aliments que je peux plus manger parce que je fais des crises. Mais petit à petit, en les réintroduisant, et puis et aussi, c'est beaucoup, tes intestins sont enflammés, et puis c'est au niveau de la perméabilité de l'intestin, en fait, ça passe. Et tu te blesses. Voilà, bah, c'est pour ça que ça expliquait beaucoup de blessures. Et puis maintenant que je prends des probiotiques, des prébiotiques, de la glutamine, en fait, on répare sa flore intestinale et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Parce qu'après, tu deviens un peu parano, hein. Tu as peur de faire des crises, donc bah, tu retires beaucoup de choses de ton alimentation et puis voilà. Mais aujourd'hui, je suis super contente parce que tout ça, ça s'est arrangé. Je fais plus de crises et je vois que depuis que je suis aussi sur le vélo, mon rapport à l'alimentation a beaucoup changé, quoi. J'ai l'impression que tu t'éclates vraiment dans ce sport. Ah non, mais moi, je l'ai écrit et je le pense vraiment, c'est une renaissance. C'est une D'accord. renaissance parce que l'athlète devenait en fait anxiogène pour moi. Comment tu l'expliques? Parce que j'ai tellement... j'ai des souvenirs énormes, notamment le podium où je suis montée. J'ai fait troisième au championnat de France en cadette sur 3000 mètres. Et je suis montée sur le podium avec mon papa. Ça, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Mon record sur 10 km, mes premiers France Élite sur 3000 mètres steep, enfin tout ça, c'est des souvenirs que je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, ça me manque, hein, ça me manque encore de ne pas courir. Mais après, ça devenait en fait blessure sur blessure. J'étais omnubilée par les bornes. J'arrivais en fait, je me souviendrai, hein, je faisais plus de 100 km par semaine avec en plus mon rythme professionnel et tout ce que je faisais à côté. Et des fois, je faisais 120 bornes par semaine alors que je faisais que du 3000 mètres. T'as déjà entendu parler de la bigorexie? Et c'est quelque chose qui est, qu'on peut mettre en parallèle à l'anorexie? Enfin, en tout cas, je sais que beaucoup de personnes qui ont connu l'anorexie dans le sport ont aussi des troubles aussi de comportement et de boulimie du sport, qui deviennent bigorexiques. Est-ce que ça, tu as fait le parallèle ou Ah mais oui, mais clairement, je pense que j'ai fait un transfert, hein. Je pense que j'ai fait... Il y a beaucoup de choses. Là, je me suis lancée dans une formation de neurosciences, donc, parce que j'adore comprendre le pourquoi du comment, en fait. Je pense que j'ai refoulé beaucoup de choses, mais qui se sont manifestées finalement par cette boulimie du sport, par cette boulimie de toujours, enfin, pour cette appétence, on va dire aussi intellectuelle, hein. J'ai toujours besoin d'apprendre quelque chose, j'ai toujours besoin de me nourrir de quelque chose, j'ai toujours besoin de... Je ne peux pas rester calme, en fait. Je suis comme ça dans le sport, mais je suis comme ça dans le boulot. C'est très bien, c'est bien vu, mais c'est aussi mal vu parce que souvent, le train va trop vite et les wagons derrière ne suivent pas, hein. Quand on est en équipe projet, bah, ça, derrière, quand ça ne suit pas, moi, je veux aller trop vite et bah, c'est pas top. Même pendant mes études, hein, j'arrivais pas à déléguer.
Ça m'avait été reproché aussi. Donc, je pense que oui, c'est peut-être quelque chose que j'avais refoulé et qui ressort par mes actes aujourd'hui. Hein. Ce qui est incroyable, moi j'ai lu tes textes aussi que tu écris sur tes réseaux sociaux. Tu sens derrière tout ça qu'il il y a une profondeur de réflexion qui s'est installée là. Bon, après, je ne te connais pas d'avant, mais quand tu sens qu'il y a une maturité qui apparaît, est-ce que tu penses qu'avec l'âge et tes expériences dans le sport et maintenant ton épanouissement dans le vélo, tu as trouvé un équilibre que tu as recherché depuis toujours? Aujourd'hui, oui, je pense que j'ai trouvé mon équilibre parce que j'étais aussi, pourquoi je suis venue dans le sud, parce que j'avais besoin aussi de couper tous ces repères. J'ai parlé beaucoup de cette relation fusionnelle avec mon papa, ma maman, je vais dire, je sais pas si un jour elle écoutera notre conversation, mais je veux pas qu'elle croie que, voilà, ma mère, c'est ma maman poule, je l'adore et tout. Et je veux dire par rapport au sport, et c'est vrai que on avait une relation très fusionnelle avec mon papa, et je pense qu'à un moment, il a fallu aussi couper le cordon, puisque c'est lui qui m'entraînait, c'est lui qui m'a fait entrer dans mon premier job, c'est lui qui était mon confident. Enfin, à un moment, je pense qu'il m'a fallu tout couper, et c'est pour ça que j'ai demandé ma mutation dans le sud du jour au lendemain. J'ai tout quitté, quoi. Je suis partie, j'ai vendu mon appart et j'ai dit reconstruis-toi toute seule, coupe tout. Et c'est vrai que quand je suis arrivée ici, je me suis refait des nouveaux amis, un nouveau sport, des nouveaux collègues. Et finalement, j'ai retrouvé l'équilibre que je cherchais. Et puis, Avant de faire le vélo, tu es passé par le duathlon, je crois. En fait, je m'étais inscrite dans un club de triathlon. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai continué quand même l'athlé dans un club à côté de chez moi. Donc en fait, je m'entraînais en athlé, hein, j'ai fait les crosses et tout. Et puis comme je me suis bien sûr blessée encore en fracture, j'ai fait une fracture de fatigue. Hein. Là, c'était plus le surentraînement. Hein. Oui, oui, j'avais compris. Surentraînement. Donc après, en fait, je faisais du vélo, mais c'était du vélo comme ça, quoi. Et puis quand j'étais blessée, c'était du home trainer. Mais je peux pas dire que je faisais du vélo. Hein. T'as pas fait du duathlon? J'avais essayé, ouais. J'ai essayé quelques duathlons, mais je peux pas me dire, je peux pas me considérer comme triathlète ou duathlète. J'ai essayé, j'en ai fait, j'ai même fait 2 triathlons, je crois. Mais c'est un sport qui m'attire vraiment, le duathlon. Vraiment. Il faut juste que je retrouve l'envie. J'ai l'envie de courir, mais il faut que je retrouve, en fait, faut que je m'enlève cette appréhension déjà de me blesser, que je fasse le deuil du passé aussi, de mon niveau du passé, et que je trouve le temps parce que je m'entraîne quand même beaucoup en vélo. Et aujourd'hui, je ne suis même pas prête, je crois, à sacrifier un entraînement de vélo. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? En fréquence et en heure? On va dire, je m'entraîne, je fais 6 à 7 séances de vélo. J'ai une journée de repos de vélo. Et comment elle se construit? Je suis je suis à 20 heures en moyenne de vélo. Il y a les sorties club du week-end qui sont assez longues. Et pour moi, je vais dire souvent avec les FADA avec qui je cours, je suis licenciée au Mimosa Sprint Mandelieu et je les considère, franchement, je considère que c'est ma deuxième famille. Hein. Moi, c'est mes amis, c'est tout pour moi. Hein. Ils sont bienveillants avec moi. Mais je peux te dire que quand je suis arrivée dans ce club, il a fallu batailler, se faire accepter parce qu'ils te testent, quoi. Enfin, c'est vrai qu'au départ, moi, ma première sortie avec eux, j'ai pleuré énormément. Hein. J'étais larguée, ils m'ont attendu 10 minutes et finalement, j'ai énormément travaillé pour pouvoir aujourd'hui les suivre. Donc ouais, je suis à 20 heures, je suis à 500 km par semaine. Et il y a 2 grosses séances d'entraîneur très intenses. Les sorties club du week-end longues et après, c'est des sorties soit solo ou soit on se rejoint en groupe et tout. Mais j'ai plein un plan d'entraînement. Je voulais plus me faire ça comme en athlée où en fait, je savais ce que je faisais le lundi, le mardi, le mercredi. Là, en vélo, c'est différent, quoi.
je sais m'entraîner moi-même, je me connais, je sais faire. C'est moi qui donne les séances d'home-trainer en plus du club là. Et j'entraînais avec mon. Après, en athlée aussi, on faisait les plans ensemble avec mon père, les plans d'entraînement. Il me demandait mon avis sur les plans d'entraînement parce qu'il entraînait tout un groupe de demi-fond. Et donc, on les faisait ensemble. Donc, je m'y connais, je connais les différents paliers, les seuils. Enfin, voilà, je sais aujourd'hui construire un plan d'entraînement en vue d'un objectif. Et donc, j'ai pas besoin de. Voilà, comme on fonctionnait en athlée. J'ai pas envie de me mettre de contraintes, en Oui, fait. c'est surtout ça. Je pense que tu as Ouais, envie de vivre ouais, ton c'est truc ça. comme bon te semble, et en sachant que maintenant tu as compris comment tu fonctionnais et que ta limite, finalement, hein, tu pouvais te la donner. Et en vélo, en fait, la limite physique que tu pouvais rencontrer à pied et donc te blesser, elle est repoussée, tu vois. Donc au final, ça te convient mieux aussi en termes de Bah, depuis travail, que je quoi. fais du vélo, je me suis pas blessée, quoi. Ouais, normal, c'est évident. C'est quand même. Ouais. Et comment c'est ton intégration au club, donc au milieu de tous ces hommes, parce que tu es la seule femme, je crois. Alors, au club, on est 3 femmes. Quand tu es arrivé, il y avait d'autres ou c'est toi qui es arrivé la première? Euh, Il y en avait une qui est très forte dans la région, Laurence, qui est une mère de famille. J'ai pas envie de me tromper sur son âge, donc je sais D'accord. pas, je te dirais, elle a entre 40 et 50 ans. 45, 50 ans, mais je sais plus quel âge elle a en tout cas. Mais très forte, mais sur les longues distances. Je crois qu'elle gagnait toutes les cyclos de longue distance. Enfin, très gentille avec son mari, son club. Donc elle est là depuis longtemps dans le club. Et puis une autre qui s'appelle Pascaline, qui est là aussi avec son mari, qui est là pour se faire plaisir, qui roule quelquefois avec nous. Mais, euh, mais sinon, après, vraiment, Pascaline ne fait pas de la compétition. Et quand je suis arrivée, donc il y avait Laurence. Et comment ça s'est passé? Bah, je dirais que ça a été un peu. J'ai failli ne jamais revenir. Au début, la première sortie. Tu Ah t'es non, dit, mais ouais, bah ça. Quand on vit dans le sud, le parcours, c'est l'aller-retour Cannes-Aguet. Aguet, c'est à côté, enfin, oui, c'est avant Fréjus. je vois où Voilà, c'est. Je suis c'est déjà ça, allé c'est une fois. le parcours traditionnel. Voilà, tu sais pas quoi faire, tu vas aller, on va à Aguet. Et c'était ça ce jour-là, je me souviens. Donc je viens au rendez-vous. Et il y a une première côte, la côte de Théoul, la Galère. D'ailleurs, ça s'appelle la Galère. Je fais, ouais, 2 kilomètres, je sais plus. Et déjà là, j'étais larguée. Donc, il faut savoir qu'on avait fait 4 kilomètres, je sais pas. Et j'étais déjà larguée. Et là, jusqu'à Agay, ils ont roulé à 45. Et j'ai pleuré tout le long. Tout le long, j'étais toute seule, il y avait du vent et tout. Ils t'ont pas attendu sur la première fois? Non, 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 non. Ils m'ont pas attendu. Si vous m'écoutez, les gars, hein. Mais ils m'ont pas attendu. Et puis, en fait, ils m'ont attendu à Agay. Et j'étais en pleurs, en pleurs. De toute façon, on m'a appelée la pleureuse, la râleuse. Au départ, je pense que beaucoup m'ont détestée dans le club, hein. Je faisais que pleurer. Toutes les sorties, je faisais que pleurer, râler. Parce qu'en fait, c'était très dur pour moi. J'avais fait que du home trainer pour mes blessures. Et j'arrive dans un groupe où le MSM, il est reconnu pour avoir une super ambiance et tout, mais pour rouler tout le temps super vite, quoi. Tout le temps. Ça roulera une sortie cool, ce sera à 30 de moyenne. Ouais. Voilà, non, mais en fait, c'est tout le temps comme ça. Il faut s'y préparer. Et finalement, en fait, je déteste l'échec. Et j'ai dit, ah, ok, ça se passe comme ça. Et je me suis dit, vous allez voir, je vais revenir. Donc, en fait, il y a des. Moi, j'appelle le noyau dur parce que je roule souvent avec eux quand je peux la semaine. J'ai un petit groupe de gars et en fait, j'ai commencé à rouler en fait en semaine avec eux et on a commencé à faire des exercices ensemble et je me suis énormément entraînée toute seule aussi. Après, j'ai dit, Nat, ça, ne le vois pas comme un échec. Je déteste cette dernière comme ça, être un peu le boulet. Et donc, j'ai beaucoup roulé de mon côté, je me suis entraînée et puis j'ai été beaucoup accompagnée justement par qui s'appelle Pascal. Je les appelle les inépuisables, en fait. C'est les deux Pascal. Et j'ai beaucoup roulé avec eux et j'ai pris beaucoup confiance. Après, il faut savoir que le vélo, hein, si tu es coach, hein, c'est ça, toi, tu es coach de Kevin, non? Oui, c'est ça. Ouais, Vélo, parce que moi, je te triathlon, course à connaissais pied. pas, excuse-moi, hein, moi, Loïc, et je te connaissais pas du tout, hein. Mais
tu dois savoir que le vélo, enfin voilà, quoi, c'est de la puissance, c'est le rapport entre la force et la cadence et la course à pied, t'as pas l'appui. Enfin, t'as beau faire beaucoup de courses à pied, t'as le cœur, quoi. J'avais le cardio, j'avais le cœur, il n'y a pas de souci. Mais par contre, Mais j'étais musculairement, brille. t'étais brillant. Ouais, Ah ouais, non, mais c'est pas les mêmes muscles. Oui, en plus, voilà, Le c'est pas les moindre mêmes choses. petit coup de cul, j'étais larguée. Mm. J'étais larguée, ça piquait dans les jambes. Et donc, en fait, je me suis beaucoup entraînée justement pour développer ma puissance, aussi pour avoir plus de force. Il a fallu aussi accepter que mon corps se transforme complètement parce que, Ah, comment alors, ça a été ça psychologiquement? Toi bah, j'imagine en étant un passé d'anorexie, tu avais du mal avec ce rapport du poids et de ta silhouette. Là, elle a complètement changé. Là. après, franchement, moi, comme j'ai dit, mon anorexie, quand j'en suis sortie, après, je suis pas sur le culte du corps du tout, hein. D'accord. D'ailleurs, franchement, je suis une très mauvaise élève. Depuis que je fais plus de course à pied, je fais même pas de renfo, quoi. Je fais pas de gainage, d'abdos, de tout ça. Ne pas avoir d'abdos, je m'en fiche. D'ailleurs, quand tu me vois, tu vois. Enfin, moi, je dis que je suis disproportionnée, quoi. Tu vois mon haut du corps et mon bas du corps, rien à voir. Je suis haut du corps, j'ai toujours été comme ça. Je suis maigre du corps. C'est pas histoire d'être malade ou quoi que ce soit. Ah non, pas du tout, hein. Je suis mec du corps et par contre, bas du corps, avec le vélo, maintenant, j'ai des gros bons cuissots, quoi. Et Et ça, c'est vrai, t'as pas eu de souci avec ça? Enfin, tu n'as pas de souci avec cette. non, non, non. Après, je te dirais, franchement, comme c'est mon outil de travail. Aujourd'hui, je dis merci à mes jambes parce que grâce à mes jambes, j'arrive maintenant à tenir les mecs. Alors ça, j'allais y venir. Ok, la première étape, la nouvelle qui arrive. Donc là, j'imagine il y a un petit peu de testostérone qui prennent le dessus et qui disent, bon, bah, la poulette, on va lui montrer ce que c'est le vélo. Sauf qu'en Mm. fait, faut savoir que Nathalie a beaucoup travaillé et a beaucoup progressé. Et arrive un moment où ces mêmes personnes qui auraient pu, au début, un petit peu te chambrer et essayer de te dominer, entre guillemets, ben, ils se sont retrouvés derrière. Et ça, c'est la vérité. C'est qu'aujourd'hui, Nathalie fait course avec des hommes et il y a plein d'hommes qui sont derrière elle. Bah, il a fallu du temps, ouais, ouais. Alors, avant que certains soient derrière, moi, il y a eu la période où moi, j'ai réussi après à leur coller, à sucer les roues, hein, comme on dit dans le milieu. Et puis après, je suis tellement une bourreau de travail que ouais, j'ai beaucoup roulé. Et puis petit à petit, une fois que, comme j'avais le cœur, il a fallu en fait après avoir le corps, quoi. Avoir cette puissance et tout, avoir la giclette, après, de suite aussi, quand j'ai commencé le vélo, j'ai tout de suite eu le profil grimpeuse. Mais on m'a mis ça en fait. Et ça, j'ai pas aimé en disant c'est bon, Nat, ton rapport avec ton rapport corps-puissance, tu es une grimpeuse, tu grimpes bien. Mais je voulais pas avoir ce portrait-là de la grimpeuse. Ok, mais moi, ce que je veux, c'est me défoncer sur le vélo et même sur le plat, vous tenir. Et donc, je me suis entraînée. Et puis, ouais, aujourd'hui, encore ce matin, franchement, j'étais trop contente, quoi. J'étais trop contente parce qu'à un moment, c'est parti à 45 à l'heure et maintenant, même j'aime bien un peu les provoquer. Je dis, allez, les gars, on y va. Et puis, j'y vais. Puis je me suis fait accepter. Et puis, aujourd'hui, ils sont tous bienveillants avec moi parce que je pense que il y a eu cette phase où ils ont cru qu'en fait, je faisais que râler, oh là là, celle-là, elle n'arrête pas de chouiner. Mais ils ont vu maintenant que en fait, je me donne à chaque séance, j'essaie de me donner, que je fais pas semblant et que des fois, j'essaie de repousser mes limites pour les suivre, que j'en veux, quoi. Et je pense que ça, aujourd'hui, ils le voient et puis ils sont là pour me pousser à progresser. Ils sont très, très bienveillants avec moi et moi, je dis, hein, c'est ma deuxième famille. Hein. Puis il y a tellement de caractères différents. Donc moi, on m'appelle, ok, aujourd'hui, on m'appelle Petit Cuisseau, on m'appelle la mascotte, on m'appelle. Enfin, j'ai plein de surnoms, mais c'est ma. Il y en a, il y a le ronchon, il y a tout le monde. Hein, donc, c'est une grande famille. Franchement, j'aurais du mal à les quitter, quoi. T'as- Tu as participé donc à des courses de vélo avec les hommes. Comment s'est passée ta première, la toute première?
Ouais, Au niveau du stress, de la gestion du truc, de l'événement, tu vois, parce que c'était quand même particulier. En ouais. course à pied, tu t'es jamais confronté directement à des hommes, tu vois. C'est toujours. Alors, je vais pas dire, parce que quand j'ai commencé le vélo, j'ai commencé par des cyclos, hein. Donc, je vais D'accord. pas, je vais pas mettre les cyclos pareil, parce que là, tout le Non, monde est c'est au même différent. sac, hein. C'est pas, là, c'est toi contre toi-même, en fait, une cyclo. Exactement. Mais en fait, je me souviendrai, j'avais même pas encore pris de licence, j'avais commencé le vélo. J'avais eu une fracture de fatigue, bien sûr, en février 2019, je crois. Et donc, petit à petit, c'est là où j'ai commencé à me tourner vers le vélo. En mars, j'avais fait une cyclo et tout. Et je crois qu'ici, on appelle le Tour des Vallées. C'est sur 3 jours, tu fais 4 courses. C'est une course par étape, mais c'est une course à FGT, mais c'est vraiment pour les coureurs, quoi, les rouleurs. Et je me souviens, je me suis embarquée dans ça. Et c'est que des mecs à la FSGT pratiquement. On est deux, trois nanas, mais là, il y avait que des mecs. Et je me suis inscrite sur ça. Bah, donc, c'est parti pleine balle la première course. Et je crois que c'était une course de 100 bornes la première. Bah, j'ai été larguée les 5 premiers kilomètres et j'ai fait toute seule. Et mon plus mauvais souvenir, c'était la deuxième étape, je crois, où en fait, c'est parti pleine balle. Et j'ai fait 80 kilomètres toute seule dans la vallée de Tinée, contre le vent, jusqu'à Isola. J'ai fait 3 hippos, j'ai pleuré, j'étais toute seule au bord de la route. Voilà. Et tu l'as refaite, cette course? Bah, l'année dernière, ça a été annulé. Ça a été annulé. Et, et non, je ne l'ai pas refaite. Après, j'ai fait beaucoup de courses beaucoup plus dures, en fait. Parce que je vais te dire, je crois que l'année dernière, tu as fait une course avec un contre-la-montre en montée. Ah ouais, non, mais j'en ai fait. Après, j'ai enchaîné les courses, hein. J'ai enchaîné les courses et après, j'ai fait les grands prix avec les mecs. Mais moi, j'adore. C'est J'adore. que en FCGT ou en FFC aussi? Si, j'ai fait une course FFC. Et d'ailleurs, En c'était PC Open? Le Grand Prix de Lebras. Est-ce que Lebras, en août 2020, ça doit C'était être ça. en PC Open? C'était en Open, ouais. D'accord. Pas cyclisme Ok. et moi et il y avait les femmes et en fait on était 12 femmes avec des filles qui font des championnats de France qui sont dans les meilleurs en fait aussi de la région mais qui sont très bien classées et comme c'était une course avec avec les passes cyclisme, j'avais la chance d'avoir ma team avec moi en fait. J'avais mon coach et j'avais mes partenaires d'entraînement avec qui, enfin, mon noyau dur, quoi, mes repères. Et en fait, j'ai fait toute la course avec, c'était, je ne sais plus combien de kilomètres, mais on avait 15 tours. Je crois que c'était 15 tours de 5 kilomètres, un truc comme ça. Et c'était un chantier, il y avait des trous, des côtes et tout. Et je me souviendrai toujours, ouais, 50 mètres de l'arrivée, je suis première. Mais même avec les mecs, quoi. J'étais dans le groupe de tête avec les mecs. À un moment, je me mets même devant les mecs, devant le groupe. Et en fait, il me manquait tellement d'expérience de course. C'était mon vrai grand prix, vraiment. Et les deux filles avec qui ne me connaissaient pas du tout, je pense qu'elles ont été assez étonnées d'ailleurs de me voir. Même mon coach était assez étonné de me voir avec lui, hein, sur la dernière ligne droite. Et en fait, il m'a manqué le finish, quoi. Elle me double. Je ne sais plus si je fais deuxième ou troisième, mais elle me double sur la ligne, hein. Le sprint. Voilà. L'emballage. Et ce que je n'avais pas du tout, en fait. Et ça a été... ouais, c'était... je pense que j'ai énormément étonné mon coach, mes collègues, mes partenaires d'entraînement, mais moi-même, je me suis étonnée quand même. Et récemment, j'ai écrit un article sur le flow et j'étais clairement dans le flow à cette course, dans le flow là. Ah ouais, là, rien ne pouvait m'arrêter. À un moment, mon coach, il me dit, mais tu sais que le vélo, c'est très tactique, mais toi dans les roues, je fais, non, là, j'y vais. Là, je sens, il faut que je fasse une échappée, j'y vais et je suis partie toute seule, la petite devant, quoi, devant des mecs. Et puis, non, c'était un super souvenir. Mais après, moi, j'adore courir avec les mecs, hein. Les compètes sur la piste, tout ce que je faisais le mercredi soir. Mais j'adore, j'adore. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop différencier le vélo d'un côté, la femme. Je pense que c'est super de rouler ensemble. Ok, il faut la place de la femme dans le vélo, mais parmi tous les mecs.
J'aime pas faire des groupes de femmes et des groupes d'hommes, mais les femmes avec les hommes, parce que on sait très bien que sur l'ultra distance, les femmes, du fait de leur morphologie, on sait que avec la graisse, on peut, comme on a plus de gras, on peut aller taper plus pro. Nous, on Vous avez atteint. plus Alors de que les mecs, capacité voilà, d'endurance. voilà, c'est ça. Eux, ils auront plus de glycogène, mais nous, une fois qu'on a liquidé tout le glycogène, on va taper dans les graisses, donc ce qui nous permet de tenir plus longtemps. Donc, on sait très bien que ça soit sur le marathon ou sur d'ultra distance, on sait que l'écart de chrono, il Bon, sur marathon, se limite. c'est un peu trop court, mais on va dire sur Ouais, l'ultra en voilà. vélo, ouais. Mais l'ultra en course, l'ultra trail ou l'ultra sur la route aussi. Tu sais, il y a la course là, dans le désert là, Ouais. en Arizona où il court Ah à oui, 50 oui. degrés qui fait, je sais pas, 200 bornes ou 200 quelques kilomètres. Et il y a une femme qui a gagné déjà. Bah ouais, non, mais même comme la je sais plus quoi, à vélo. Transcontinentale, ouais. Donc Ouais, ça, c'est c'est une ça. course d'ultra. J'allais y venir. Une course d'ultra cyclisme qui traverse l'Europe en autonomie, en bikepacking et en Comment elle autonomie s'appelle? c'est la transcontinentale. Et, c'est une femme qui a gagné, donc pas l'année dernière Ouais, parce que ça a été annulé, mais l'année d'avant. Elle s'appelle Fiona, c'est une Allemande. Elle a ouais, j'avais gagné, suivi. et elle a gagné avec brio. Hein. Elle a vraiment, alors en plus, la particularité avec cette course, c'est que tu fais c'est un peu le Vendée Globe en fait, tu vois, du vélo, c'est que tu fais aussi ton orientation. Et il y a Ah ouais, des d'accord. points de passage obligatoires. Oui, en fait, tu dois préparer ton orientation et tu choisis les routes que tu veux. Et donc, c'est hyper stratégique et elle a été très intelligente. Elle a privilégié les parties les plus plates possibles pour perdre le moins de temps possible. Alors qu'il y a des hommes avec fierté passer les Alpes en se disant bon, c'est bon, de toute façon, on va la rattraper. Ils l'ont jamais rattrapée. En plus, elle Ouais. dormait très peu. Je crois qu'elle a fait plus de 48 heures sans dormir pendant son épreuve et ça dure quand même 11 ou 12 jours. Hein. C'est long. Ah ouais, ouais. C'est pour ça 4000 qu'en fait, 4000 je kilomètres. pense que j'aime pas trop différencier les hommes et les femmes. C'est à vélo, bien sûr, je cours pas contre les élites, mais sincèrement, avec les catégories 4 en Oui, tout à fait. FSGT et avec les places cyclisme, je suis pas ridicule. Et je pense que maintenant, ça fait un peu moins de 2 ans que je me suis mise au vélo. Je me dis que j'ai du potentiel et moi, ça me motive. Aujourd'hui, ça me motive. Et puis là, on va arriver dans un phénomène où le cyclisme se féminise un maximum. Il y a vraiment l'arrivée de beaucoup de filles qui font du vélo et j'adore ça, je kiffe. Je kiffe parce que je trouve que ça représente bien ce sport, quoi, tu vois, je trouve que c'est dans l'esprit de ce sport qui aujourd'hui se diversifie complètement avec le gravel, avec l'ultra, enfin, c'est Ouais. merveilleux. Hein. C'est le retour du vélo, tu vois. Le vélo à l'ancienne a perdu de sa splendeur au fil du temps pour réémerger avec de nouvelles choses, quoi. Et ça, c'est incroyable. Et la féminisation. Et quand tu vois maintenant que toutes les équipes World Tour veulent une équipe pro féminine, tout ça, c'est incroyable. Moi, Ah bah c'est je me rappelle, quand génial. j'avais 15 ans, on ne parlait même pas des filles en vélo, quoi. On Mais, avait arrêté le Tour de France cyclisme féminin, tu vois. Et là, ça revient, tu vois, c'est hyper positif. mais moi, Et je vois le chemin de Sandra Levenès, que je voyais, on courait en cross, quoi. Et ouais, aujourd'hui, elle est dans l'équipe Arkea, ça fait rêver. Et en plus, elle n'est pas toute jeune. Hein. c'est beau. Hein. C'est beau, c'est super beau. Donc je dis franchement, c'est génial. Et moi, perso, les hommes, peut-être, moi, après, c'est mon discours perso. Hein. Peut-être chacun ne vit pas pareil son expérience. Hein. Mais moi, je sens pas ce côté, bien sûr, un peu macho. Les mecs, entre eux, c'est celui qui a la plus grosse, quoi. C'est sûr. Mais c'est du gentil. Et moi, il me pousse à progresser. Mais même en compète. Ça a beaucoup évolué. Hein. Ah ouais, Il y a ouais. non, mais c'est ça qui est incroyable, c'est ça que je le sens, tu vois. Et moi qui suis dans le vélo depuis que j'ai 12 ans, là, il y a un vrai changement Mm. qui s'opère en ce moment. Et je suis d'accord avec toi. Tu vois, moi qui fais du triathlon aussi à côté, triathlon, on est moins dans cet esprit-là. Beaucoup Ouais. moins. Il y a moins d'entraide et de bienveillance. Ah, dans le vélo, ça y est, ça existe. Moi, j'adore le milieu. J'adore le milieu du vélo. Franchement, Ah, ouais. peut-être c'est parce que je suis novice dedans et que je suis un peu faux folle. Tu sais, moi, je m'entraîne, je mets pas de ceinture cardio. J'ai acheté un capteur de puissance, je l'ai jamais mis. Ça fait des mois qu'il est au placard. Je suis avec aucune data en fait. Hein. Ouais. Je fais tout aux sensations. J'ai pas, je sais, j'ai un beau vélo, hein, mais je Ah pense oui, que d'accord, c'est quoi ton vélo? C'est quoi la marque?
C'est un Trek et Honda SLR6. Donc, c'est un bien. beau vélo. Et puis, je remercie mon partenaire Topsic. Là, j'en reviens parce qu'ils m'ont changé les plaquettes. C'est eux, moi, même pour le laver. Moi, j'arrive chez eux, c'est le doc. J'appelle le doc, quoi. Le doc, parce qu'ils entretiennent super bien mon vélo. Mais moi, je suis une brêle, quoi. Je suis. Ah, tiens, alors justement, j'allais te poser cette question-là. Si il y a une fille qui nous écoute, qui veut faire du vélo, veut aller s'entraîner avec des hommes, mais en fait hésite et au final peut ne rien faire, qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi? Parce que par exemple, le matériel, le choix de matériel, l'entretien, ça fait peur, tu vois. Explique-leur, toi, comment tu casses ces barrières-là pour t'investir à fond dans le vélo. Alors, moi, déjà, ce que je conseille à une fille qui commence le vélo, c'est déjà se renseigner sur un groupe où il y a son niveau. Parce que personnellement, après, tout le monde n'a pas le même. Il n'y a aucune prétention dans ce que je dis, mais tout le monde n'est pas compétitrice comme moi. C'est-à-dire que je pense que la première sortie vélo avec mon club, enfin, je peux te dire qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas revenus en fait dans le club. Moi, j'ai bataillé parce que je n'aime pas l'échec, je suis une compétitrice, quitte à pleurer, je reviens. C'est un défi, j'ai vu ça un peu comme un défi. Mais je pense que ça peut écœurer beaucoup de personnes. Donc, je pense d'abord, il faut se renseigner sur un groupe. Il y a beaucoup de clubs. Hein. Tu connais ProTeam, vu qu'il y a Kevin. C'est un super club de tri. Moi, j'y suis licenciée, mais j'y vais jamais. Mais je vois, il y a un groupe, il y a une émulation, une cohésion. Ils s'attendent tous. Il y en a des plus forts, il y a des groupes. Et ça donne du plaisir à rouler. Et je pense qu'après, tu as trouvé un groupe qui peut te conseiller. Et c'est eux qui t'apprennent après à changer. De toute façon, c'est sur le terrain que tu apprends. Hein. C'est-à-dire que le jour où tu crèves, il faut que tu aies ta chambre à air et tu apprends sur le terrain comment changer. Il faut que tu aies un copain qui te montre comment faire. Ouais, Voilà. il y a les Bornés, qui est un groupe de Ouais, j'ai cyclistes. entendu ton podcast avec Maud, Et je crois. voilà, bah, par exemple, les bornés, c'est une solution pour débuter, c'est top du top, Voilà, quoi. Parce que ouais. là, justement, ils t'ont encadré, ils t'apprennent à réagir correctement, à comprendre comment fonctionne un vélo. Et après, tu as raison, petit à petit, se rapprocher de groupes en fonction de l'évolution de ton Bah, niveau. c'est tout à fait ça. Moi, je pense qu'il faut en fait se nourrir des connaissances des autres et apprendre sur le terrain. C'est la meilleure façon que la théorie, tu vas lire des choses ou partir, et surtout pas partir. Le vélo, c'est quand même dangereux. Hein. Nous, ce matin, il y en a 2 qui sont allés qui ont été pris par les pompiers. Quoi. Hein. Donc, au niveau du matériel, tu vois, c'est quelqu'un qui a crevé en descente, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut vérifier, et avant chaque sortie, vérifier ses pneus, vérifier tout. C'est pas comme la course à pied. Donc, le vélo, il faut vraiment faire gaffe. Et voilà, quoi, on est des humains et la chute peut faire très mal. Donc je pense que d'abord, c'est vraiment pour prendre du plaisir, c'est trouver un groupe où il y a une vraie cohésion, où tu vas t'amuser tout en apprenant. Et après, il faut bien se conseiller, quoi, se faire conseiller. Est-ce que tu as vécu cette expérience-là, prendre ton vélo un jour, partir sans savoir où tu allais et Ah, ne pas savoir combien de temps tu partais? mais ça m'arrive tout le temps, ça. Tu sais, je suis souvent en période un peu à la limite du burn-out. Et moi, je vois le vélo comme de la méditation active. C'est-à-dire que On appelle ça la méditation en pleine conscience, de pleine conscience. voilà, tout à fait. Et tu sais quoi, même je le fais des fois de nuit. Hein. Alors vas-y, Quand on raconte. était en confinement, on a tous été en période de surmenage, enfin, déprime, dépression, tout ce que tu veux, le premier confinement, enfin tout ça. Et franchement, c'est pas beau à dire, mais j'ai une attestation professionnelle. Et dans l'attestation professionnelle, j'ai mis qu'on pouvait se déplacer à vélo. Bah, franchement, je prenais mon vélo, quoi. Je prenais mon vélo, hein, et comme ça, j'allais pas. Et comme il faisait nuit très tôt, bah, je partais. Je crois que je partais à 18h, mais il faisait déjà nuit. Et j'allais rouler toute seule avec les podcasts d'Arnaud Manzanini. Et là, je peux te dire, pas de compteur, pas de combien de kilomètres heure. Juste, j'écoutais toutes les expériences des ultra-bikers. Et là, en fait, je revenais et j'étais bien, quoi. J'étais bien, j'étais super. C'est lequel qui t'a plus marqué des podcasts? Ah, il y en a un, Eric Claverie.
C'est d'Éric Laverie, je crois. Ouais. Ah, mais j'ai été... je crois que j'ai même... elle rallongé ma sortie pour l'écouter jusqu'au bout. Ah non, j'ai été... mais ils sont magnifiques. Hein. Je les ai tous... Franchement, je crois que je les ai presque tous écoutés. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de m'inscrire à la Race Cross France. Alors, voilà, j'y viens. Donc, tu vas donc te lancer dans l'ultra. Bon, tu as décidé de te lancer sur le 300. Après, c'est un défi. Hein. Je ne me lance pas en tant qu'ultra bikeuse. Déjà, tu vois, dans l'ultra, il y a différentes catégories. Il y a avec assistance, assistante, puis il y a différentes distances. On va dire que c'est une initiation à l'ultra que tu vas faire. Avant de te lancer dans ce défi-là, le plus longtemps que tu es passé sur un vélo, c'est combien? 7h16. 7h16. Parce que j'avais fait la Grande Fondo Bonnette. D'accord. C'était 100. Et en fait, j'avais gagné un dossard. Je commençais le vélo. Et c'était à Grand Fondo Bonnette. Et j'avais même gagné. J'étais arrivée, je me souviens, mais j'ai fait une hypo. C'était horrible. Elle est et je dure, me souviens, hein, on m'a dit, mais t'es première en 7h16. Donc, je sais pas, je me souviens bien du chrono. Et bien là, tu vas y passer donc fin juillet le double. Parce que tu t'es lancé sur le défi de la 320 km. Donc avec l'arrivée 334. 34. Ouais, peut-être, je ne me rappelle plus. Moi, j'ai continué ma route. J'ai écouté, franchement, j'ai écouté ton podcast. Et tu vas te lancer donc avec l'arrivée au sommet de nuit, au Mont Ventoux, sûrement de nuit. Alors, même si vous êtes beaucoup de participants, alors, je ne sais pas comment il va organiser ça cette année, mais j'imagine qu'il va faire encore l'arrivée de nuit parce que c'est ce qui est merveilleux. Est-ce que tu as peur? Je suis excitée. Faut pas dire, c'est quoi? Faut pas dire. Le langage joue beaucoup parce que comme tu sais, le cerveau, il fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, il faut le programmer, ton cerveau. Donc, le langage y est pour beaucoup. Donc, si je dis je suis stressée, il va programmer stressé. Donc, je vais dire je suis excitée. Je suis complètement excitée, mais en plus, c'est vrai. Hein. En fait, bien sûr, j'appréhende, mais en fait, c'est plus j'appréhende le côté technique, mécanique. Parce qu'au départ, je voulais le faire à 2. Mais après, je me suis dit, Nat, franchement, si c'est un défi, fais-le toute seule. Fais-le en autonomie. Tu ne vas pas faire à 2. Et puis à 2, j'ai peur d'être en fait dépendante d'un rythme de quelqu'un. Et tu l'as vécu, ça. J'ai écouté ton podcast. C'est très difficile, très difficile. Ah oui. C'est une erreur. C'est une erreur que je ne referai plus. Bah voilà, quand tu es dans un faux rythme, des fois, même si tu peux être lent et en fait fatigué parce que tu n'es pas dans ton rythme. Et moi, j'ai même peur de partir trop vite. De partir avec un mec qui est plus fort que moi, il va partir. Tu partiras trop vite, te connaissant, en ayant discuté depuis 1 heure avec toi, tu partiras trop vite, mais c'est pas grave. En plus, c'est les parcours, la première partie, on la connaît par cœur, nous. Ça fait que monter pendant 60 km. Ouais, on passe au col du Ferrier, non? C'est ça, on va par là-bas. Je sais pas les noms, je me rappelle pas. Puis, mais donc, je me suis dit, mais non, tu pars toute seule. Tu pars. Donc, je vais faire un cours de mécanique, là, pour bien savoir retirer ma roue, chambre à air et tout. Mais après, franchement, j'ai hâte. Hein. Ah oui. J'ai hâte et ça me fait pas peur parce que je m'entraîne tellement. Franchement, je me le cache pas, je m'entraîne. Franchement, je roule. Ça va bien se passer. Il n'y a aucun doute. J'ai aucun doute sur le fait que ça se passera bien. Tu t'entraînes suffisamment je préfère être confiante et tu sais quoi? Je visualise déjà en train de monter le Mont Ventoux en me disant, mais Nat, il te reste juste cette montée et tu as terminé. Et je me vois, je fais une futurisation là de ma victoire. Et d'arriver en haut et de dire, putain, je l'ai fait, quoi. C'est bon, je peux enchaîner sur grand maître pour les 7 majeurs. Oui, ou les 1000 km, les 1100 de l'année d'après. Bah, ce que j'ai vu, c'est que, après, une fois que tu as fait ça, peut-être on va essayer les 500, non? Ouais, si tu y arrives et que tu fais bien, je te conseille de passer directement au 1100. J'en ai 2. Le 1100, il est, je pense, pour un cycliste, est un passage obligatoire pour valider le fait que tu sois un cycliste. Parce que le cyclisme, des défis. Mais non, mais c'est parce que la traversée des Alpes, là, franchement, je pense, si tu n'as pas connu ça en tant que cycliste, tu connais pas tout du vélo. Et tu montes quel col?
Les plus... Oula, beaucoup. Non, mais les plus beaux, ceux qui sont mythiques. Tu montes l'Izoard, tu montes le Galibier, tu montes Ouais. l'Alpe d'Huez, tu montes, Ah bah, Alpe d'Huez, les deux, je les ai fait, mais pas l'Alpe d'Huez. tu montes Roseland, tu montes la Colombière, tu montes les Saisies. Voilà. Et après, je crois que ouais, c'est déjà. Et Et c'est quoi le... l'Iseran, le toit du. Ouais, bah, j'avais fait la trilogie de Maurienne, donc je connais par là. Mais t'as combien de temps? Combien de jours? Je ne pense pas qu'il y ait de limite pour le 1100. Ouais, enfin, t'as pas 10 jours, je crois, mais je pense que t'as. Je sais pas. Je peux pas te dire. Mm. Et je sais pas. Mais bon, ça se fait. J'ai pas regardé les derniers, mais il y a personne qui est hors délai. Hein. Enfin, en tout cas, D'accord. non, non, non. Ouais, et puis c'est tellement bien. Enfin, c'est incroyable. Et puis t'as tout Et le si Vercors. si t'as des conseils à me donner pour le 300 en termes de... Oui, Moi, je pense que... Non, mais parce que j'essaie d'avoir un peu... Kevin, il me dit, c'est bon, tu vas y arriver. Il je m'avait suis, dit ça par texto. je suis d'accord avec lui. Un Mais conseil très simple, ne te prends pas la tête sur le matériel. Fais comme si tu partais une sortie normale. Pars le plus léger possible. ouais, j'ai pas besoin de prendre 36 000 sacoches Non, devant, derrière, sur le cadre. t'as pas besoin de sacoche. Voilà, tu dois prendre ta carte bleue, tu te prends à manger, un caouet, des gants, des jambières au pire si tu vois que la météo est limite Hein. le lendemain pour le Ventoux. Mais pars le plus léger possible et pars à l'aventure. Vraiment. Dis-toi, voilà, je verrai. Tu vois, je me débrouille. C'est ça, c'est là, ça c'est le top. Ouais. Tu vois, il y en a, je sais que l'année dernière, ils avaient le ravitaillement fait par une assistance, tout ça. Mais là, c'est plus du tout le même trip. Le trip, là, le vrai trip, si tu veux le vivre, c'est partir à l'aventure le plus léger. Comme je dis, à poil. Tu pars à poil, tu vois. Ouais. Ouais, mais non, mais franchement, je pense que c'est ce que je vais faire. Après, faut voir. Faut que de toute façon, je vais faire des sorties longues. Le plus Ouais, que après, pour l'entraînement, il faudra t'entraîner, oui, à se faire des sorties longues avec un peu de dénivelé, parce qu'il y a quand même 7500 mètres de dénivelé quand Mm. même sur 330 bornes. Donc, il faut faire du dénivelé aussi, ouais. C'est sûr. Mm. C'est pas pareil. Je voulais parler d'une chose qui est même très importante, parce que là, on digresse et on n'a pas Mm. parlé du principal, c'est de ta fondation. Donc, ta fondation qui s'appelle Fungana, que tu as créée pendant que tu étais à la fin de tes études, c'est ça? C'est ça. Ben, explique-moi un petit peu comment est venue cette idée, ce projet. C'était en 2007, je crois. T'en sais beaucoup sur moi, t'as fait. Avant de recevoir des gens, j'essaye de me renseigner sur eux quand même. Tu vois. Ouais. Donc en 2007, tu as créé ça et tu vas nous expliquer comment c'est venu cette idée, qu'est-ce que c'est cette association, quel est son but et aujourd'hui où tu en es. Je sais qu'il y a pas mal de sportifs connus qui te soutiennent et voilà, explique-moi tout ça. Ouais. Alors, c'est ouais, Fungana, alors c'est du Swahili, hein, ça veut dire ensemble en Swahili, la langue au Kenya. Donc oui, comme tu as dit, elle a été créée en novembre 2007. Et donc moi, j'ai un master en marketing opérationnel international. Et dans ce cursus-là, il y avait une matière qui s'appelait management de projet. Et donc, on était évalué par un jury, par des chefs de projet et tout. On devait monter un projet, que ce soit une création d'entreprise, association, ce qu'on voulait. Et on était évalué toute l'année avec des livrables, tout ce qui fait comme un projet, quoi. Enfin, et on était donc évalué, on avait des auditions, des oraux. Et puis donc, on devait créer une équipe dans mon école. Et moi, personne n'était très inspiré de qu'est-ce qu'on va faire. Je dis, bah, écoutez, moi, j'ai la passion pour l'Afrique, j'ai la passion pour le sport, j'ai la passion pour l'humanitaire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est regrouper les trois et créer une association humanitaire pour l'Afrique et récolter des fonds grâce au sport. Voilà. Donc c'est venu comme ça, je suis devenue chef de projet, j'ai monté mon équipe et tout. Clairement, on a présenté, on a fait tout comme il fallait pendant un an. Moi, j'avais demandé à Bob Tari à l'époque, donc le coureur qui est en équipe de France de 3000 mètres steeple, Bob Delatari, Champion d'Europe. voilà, d'être parrain. Je l'avais rencontré, j'étais allée à Metz chez lui, présenter le projet. Il a dit OK, parce que comme lui, il allait faire des stages au Kenya.
Je pensais qu'il pouvait être sensible à ça. Il a accepté. Il avait même donné de l'argent à l'association pour créer des petits bracelets qui pouvaient être vendus et donc créer la première trésorerie de l'association. Et ça s'est très, très bien vendu. Beaucoup de l'athlète d'équipe de France avaient porté ça au championnat d'Europe en salle. Enfin, voilà. Dans l'athlète, ça commençait à être connu. Et donc, au bout d'un an, clairement, mes potes d'école, ils nous ont dit non, mais nous, c'est bon, on a terminé les études, on a notre master, Fungana, on s'en fiche, quoi. Et on avait réussi quand même à avoir beaucoup de confiance de personnes. Je dis, mais moi, c'est mort, c'est mon bébé, je continue. J'en deviens la présidente et tout. Et donc, j'ai commencé à vraiment à prendre ce rôle à cœur, surtout qu'on avait beaucoup de soutien. J'ai commencé à organiser le premier meeting Fungana aussi d'athlétisme, qui aujourd'hui s'organise tous les ans. Et d'ailleurs, ça a été un très, très gros succès en septembre dernier, c'était 300 personnes avec les meilleurs Français pratiquement. On a eu Jimmy Gressier, enfin voilà, c'était génial. Cette association a eu plusieurs parrains. Après, il y a eu Johan Koal aussi, Oui, bien sûr. toujours du 3000 mètres steeple et tout. Et donc, lui aussi, il a des stages au Kenya. Et on a commencé, grâce au meeting que j'ai organisé, aux achats solidaires de petits bracelets et tout, à commencer à faire des missions là-bas. Donc, on a rénover des classes, créer une cantine scolaire, une cuisine scolaire dans l'école Eton Primary School, donc c'est 800 élèves, parce que les enfants mangeaient par terre, donc on a créé un vrai bâtiment, une cantine, on a fait la cuisine avec des nouveaux fours, avec la cuisinière pour faire les 800 repas jour. On a, avec Diagana, aussi il y a Stéphane Diagana qui a soutenu l'association avec le marathon de Toulouse, tous les fonds, on a pu construire un puits pour récolter l'eau potable. On a également mis en place l'électricité, l'abonnement Internet pour avoir un échange culturel avec le collège Édouard Vaillant de Gennevilliers et donc l'école pour échanger par Internet. Et il y a aussi Julien Wonders qui a fait l'inauguration là-bas à l'école avec nous. Et puis on a... après, ça a été pendant le confinement aussi. Il y a Rudy Mollard et sa compagne Manon Testou, qui est une copine, qui sont passionnés de voyage, passionnés d'humanitaire, ils voyagent beaucoup, beaucoup. Et en fait, ils ont toujours été très sensibles à l'association. Même Rudy porte le bracelet, Fungana, le bracelet en perles. Et avant même d'en être le parrain, c'est lui qui avait demandé à Manon, est-ce que tu peux demander à Nathalie, j'aimerais bien porter le bracelet et le porter sur mes compétitions pour faire un peu de communication pour la sauce. Et petit à petit, donc, il s'est un peu plus intéressé. Et puis pendant le confinement, le premier confinement, en fait, on a eu cette idée d'allier, au lieu de toujours faire des actions en rapport avec l'athlétisme, plutôt de s'intéresser au vélo, le marché du vélo là-bas, est-ce qu'il y a des cyclistes et tout. Et pourquoi pas, justement, peut-être créer une école de formation de vélo là-bas, dans l'école. Et donc, voilà, le projet a mûri. Et là-bas, j'ai un référent local, j'ai demandé à une association locale qui connaît vraiment pour contrôler les travaux, pour faire les devis, parce qu'on sait là-bas, on ne donne pas de l'argent comme ça parce que... C'est quoi le budget là là, vous construisez une piste de vélo, non? C'est pas ça? Voilà, on contrôle comme un anneau en fait à Cannes-la-Boca. En fait, c'est une piste extérieure. C'est pas un vélodrome, c'est une piste extérieure en béton. Parce que l'école, il faut savoir, c'est un champ. C'est un champ, tu as les bâtiments de l'école et tout autour, c'est un champ. Donc, il y a énormément de place. Donc, c'est une piste et puis qui sera avec... on met du ciment. Et donc, le budget de la piste, c'est 18 000 euros. D'accord. Ouais, 18 000 euros, parce que je viens de faire le dernier virement. Ouais, on a procédé en 3 phases. Et là, la piste va être terminée. Et en plus de ça, on va construire un parcours de cyclocross autour. Ah, cool.
C'est top. Ah ouais, non, ça, c'était la super bonne nouvelle parce que c'est l'association avec qui je travaille, c'est Simba for Kids, qui construit là-bas des centres pour les enfants et tout. Et ils ont vu avec les ingénieurs qu'il y a de la place pour des parcours de VTT. Et puis, ils vont construire ça en plus avec les élèves. Donc, on va avoir le but, en fait, après, c'est vraiment de pouvoir faire aussi des petits stages de vélo parce qu'il y a beaucoup de stages de course à pied qui se font. Mais le but, c'est pouvoir amener aussi des cyclistes dans l'école et former les élèves là-bas. Former les élèves là-bas au vélo. Et on a pris contact également avec une équipe de vélo là-bas au Kenya, à Iten, qui s'appelle les Kenyan Riders. Et ils ont accepté aussi d'être coach, une fois que la piste sera construite, d'être coach pour les enfants. C'est Donc, top. donc c'est super. Et puis là, j'ai pris aussi contact avec le Décathlon de Nairobi et celle qui gère toute la partie Between pour faire un partenariat pour les vélos Between. Donc, essayer d'avoir des vélos. Donc, comment on a eu ce financement-là? C'est en faisant du crowdfunding. D'accord. Et on a récolté, on pensait pas que ça allait super marcher comme ça, parce que je crois on a récolté 22 000 euros en très peu de temps. D'accord. Et on a fait, bon, après ces 22 000 euros, c'est brut, hein, parce qu'à côté de ça, il faut savoir que on a réalisé des tenues de vélo avec le fournisseur Björka. Il faut savoir qu'on les paye quand même, les tenues, hein. Donc, il faut payer les fournisseurs. Et donc, c'est 22 000 euros moins quand même. Oui, Parce qu'en d'accord. échange d'un don de 150 euros, on donne une tenue vélo, mais voilà, on ne gagne pas 150 euros sur le don, quoi. Tout à fait. Et les bracelets, tout le monde peut les acheter? Il y a un site internet, un Alors peu. oui, on a les bracelets en perles, il m'en reste quelques-uns. Là, je ne les ai pas mis parce que j'ai pas un stock énorme, mais j'en avais eu 200 et là, il doit m'en rester 50. Donc, c'est les petits bracelets en perles. Ça se fait. De toute façon, si demain, j'ai beaucoup de demandes de bracelets, il suffit juste que je demande à mon référent local de m'en envoyer, puisqu'ils sont faits à la main là-bas par des petits artisans kenyans. Et ils marquent Fungana, ils font les couleurs du Kenya, et puis après, on les D'accord. reçoit ici. C'est super. Et Rudy Mollard, là, comment il s'implique dans ce projet de vélo, enfin de vélodrome, de piste? Vous avez d'autres projets? Parce que je vois qu'il est quand même, qu'il était actif via l'association. Ah bah, en fait, oui, le projet, c'est d'aller au Kenya. Donc là, avec sa saison et tout, mais on a déjà, avec Manon, on a échangé, on a prévu peut-être une date en fonction comment va être la situation sanitaire. Mais le but, c'est oui, d'aller au Kenya. Et là, il va y avoir une inauguration de la piste vu qu'elle va être terminée. Mais le but, c'est de faire l'inauguration officielle avec le vrai parrain, quoi, parce que Tout à fait. la piste portera son nom, en fait. La piste D'accord. va porter son nom. C'est normal, ouais, ouais. Le but, c'est. Et puis après, Rudy, franchement, il est top, quoi. Il en fait la communication. Je sais même que Marc Madio, enfin, son équipe est au courant. J'ai eu, comment il s'appelle, je sais plus son prénom, Godu. David. David Godu, l'autre fois, m'envoie un texto sur Instagram, enfin un message sur Instagram pour dire bravo pour le projet de la piste. Enfin, je sais que dans l'équipe FDJ, ils sont au courant de ce projet-là, c'est suivi. Puis même, je reçois plein de messages. Donc non, franchement, je remercie énormément pour tout le soutien de tous les gens. Et puis, c'est un super parrain, il communique super. Et puis, il est vraiment engagé. C'est pas pour son image perso, c'est que, en fait, c'est dans lui, quoi. Il est généreux. C'est une personne généreuse. C'est un vrai généreux. Et ça, j'apprécie. J'aime beaucoup. C'est mon cycliste préféré, voilà. Et si Manon il en parle. En plus, ils en ont parlé de ce projet-là dans les médias. Je sais qu'ils en ont parlé en Italie, en Belgique, je crois. Ils m'avaient envoyé les articles. Donc non, ça commence à parler. Je suis super fière. C'est une vraie satisfaction. On arrive à la fin, Nathalie. Si tu devais donner un conseil à un jeune, une jeune fille d'ailleurs, alors, une jeune fille qui est adolescente, qui est pas bien dans sa peau et qui aimerait débuter par un sport, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour trouver l'épanouissement comme toi tu l'as pu le trouver à 35 ans?
Je pense qu'il faut vraiment écouter. Quand on a des envies, il faut essayer de les concrétiser. Surtout ne pas écouter ce que les autres disent. C'est pas aux autres de contrôler notre vie, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que peut-être tu as quelqu'un qui va te dire non, mais t'es pas faite pour ce sport, t'es pas ça, mais non, va pas là, tu devrais pas. Il faut pas écouter tout ça. Franchement, il faut tenter les choses. Et puis après, bah, ça se passe pas comme tu voulais, tant pis. Tu auras essayé. Et si ça se passe comme tu voulais, bah, c'est le bonheur, quoi. Moi, quand je suis partie, franchement, quand je suis partie du jour au lendemain dans le sud, je ne savais pas ce qui m'attendait, hein. Je ne savais pas où j'allais. Et aujourd'hui, mais pour rien au monde, je ferais machine arrière. Je ne retournerai pas à Paris. Mais je ne savais pas. Je suis allée dans le flou, mais j'ai écouté mes envies. Il faut croire, cette phrase, elle est un peu bateau, tout le monde le dit, mais je pense que c'est vrai. Il faut croire en ses rêves, en ses aspirations et être en phase avec ses valeurs. Surtout être en phase avec ses valeurs. Ne pas vouloir plaire aux autres, mais déjà vouloir se plaire soi-même. Ça, je pense. C'est Nathalie, important. Nathalie Favreau, merci. Bah, merci à toi, Loïc.